Voilà, Charles-Marie, il faut juste que tu remettes ton micro. Oui, Catherine, est-ce que tu m'entends? Très bien. Et il faut juste maintenant que tu recharges le doc et Je tout est bon. partage, je le fais tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez juste les transitions des C'est slides? en train de charger, ça y est. Ok. D'accord, Bonne c'est parfait. réunion à toutes et à tous. Merci Catherine. Donc, on va commencer ce sujet aujourd'hui sur la communication municipale en période préélectorale. Donc, lorsque l'on dit communication municipale, c'est également plus généralement la communication intercommunale, puisque l'intercommunalité est bien sûr dépendante des élections municipales, donc ça s'appliquera également à ce sujet que l'on verra. Je vais maintenant vous présenter le sommaire de notre présentation d'aujourd'hui. En première partie, nous allons évoquer le cadre juridique, quels textes font la communication préélectorale, quelle jurisprudence. Les deuxième et troisième parties seront principalement du concret, à la fois ce qui est prohibé en période préélectorale. Nous verrons des cas pratiques, des exemples concrets et pratiques de ce qu'il ne faut pas faire. Puis en troisième partie, ce qui reste autorisé en période préélectorale, là, c'est finalement ce que vous pouvez continuer à faire avec plus ou moins de précautions, mais ce qui est considéré comme légal. En quatrième partie, je vous proposerai une anticipation, une sécurisation de vos process, finalement, ce qu'il est possible de faire, ce que vous n'avez peut-être pas mis en place, ce que vous avez peut-être déjà mis en place, mais que vous pourriez améliorer pour voir ce qu'il est possible de vérifier, pour éviter finalement tout contentieux, ce qu'on ne veut surtout pas. Et enfin, en cinquième partie, un rappel du service avec les outils accompagnement sur ce que l'on fait et en quoi on pourra vous aider. Donc, exemple d'abord de questions qui ont été posées à notre service téléphonique pour que vous voyez voilà, la réalité concrète de ce que l'on traite, de ce que vous pouvez poser et des réponses que vous pourrez avoir. Donc, ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes ces questions dans la troisième partie avec des éléments de réponse. Mais voilà, on a notamment des questions qui, je pense, peuvent vous intéresser des collectivités. Premièrement, la possibilité ou non d'utiliser un local de douer en période électorale, notamment à des visées électorales pour un parti politique, pour des candidats. Seconde question qui revient assez souvent finalement sur l'inauguration en général, donc pas forcément sur une école, mais sur tout ce qui peut être inauguré finalement, un stade de football, une école, une salle des fêtes. Quoi qu'il en soit, on verra que l'inauguration, c'est une question assez sensible en période préélectorale. On a également la question, bien sûr, du bulletin municipal. Est-ce que les élus peuvent continuer à rédiger de manière classique, à continuer à signer l'éditorial et surtout ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Ici, point intercommunal, ce que peut faire le président de l'EPCI, non. Par exemple, est-ce qu'il peut faire une sorte de discours lors d'un événement sportif, alors même que l'on se trouve en période préélectorale? Si oui, sous quelles conditions et précautions? Qu'est-ce que la neutralité et comment la respecter? Et quid de la communication institutionnelle? Et enfin, exemple voilà, qui s'est posé à notre service, c'est est-ce qu'une réunion publique est possible dans le cadre d'un process en urbanisme, donc schéma de cohérence de Scott finalement, alors que l'on est en période préélectorale, est-ce que ces éléments, notamment en urbanisme, peuvent se poursuivre de manière classique, de même que les enquêtes publiques, ou est-ce que voilà, ça peut continuer sur ce point? Ce qui nous amène à notre première partie, donc le cadre juridique de la communication en période préélectorale. Donc, première question, c'est quand commence cette période préélectorale? Donc là, le problème en préparant ce webinaire, c'est que les dates des élections n'ont pas été officiellement annoncées par le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur. Donc, on va partir du principe que c'est à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à la veille du scrutin. Et ça induit que le code électoral va exclure toute campagne de promotion publicitaire, à la fois des réalisations, mais également de la gestion des collectivités qui sont intéressés par les scrutins municipaux et communautaires du mois de mars 2026. Encore une fois, pas de date officielle malheureusement, mais partons par prudence et par sécurité sur le 1er septembre 2025. Comme ça, le risque est amenuisé quoi qu'il arrive. Donc, au niveau des textes, c'est le code électoral bien sûr qui encadre ces pratiques, cette réglementation. Ici, c'est l'article L52-1 et il indique et induit également que toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ainsi que la gestion d'une collectivité territoriale concernée par le scrutin.
Concrètement, cela amène à une interdiction sur la communication à caractère promotionnel pour mettre en avant concrètement ce qui a été fait depuis 2020 sur ce point. Et la communication institutionnelle, finalement, elle doit être à visée strictement informative, neutre, tout en restant possible, on le verra, sous des conditions plus ou moins strictes. Donc, texte de référence, on en a parlé, L52-1, code électoral encore une fois, interdiction de toute campagne de promotion des réalisations ou de gestion d'une collectivité. Mais on a également le L52-8 qui rejoint plus ou moins la communication préélectorale sur l'interdiction de financement de campagne électorale par des personnes morales. Et en plus de cela, on a des circulaires ministérielles, notamment celles de 2019 et 2020, donc vous pourrez les retrouver rapidement sur Légifrance. Si ça vous intéresse, vous pouvez également appeler notre service pour plus de précision. Si vous avez un point, un doute particulier, et on a la jurisprudence, ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs, voire même énormément, comme on le verra, mais la jurisprudence, disons, fondatrice ou principale, c'est un arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 2002, commune de Saint-Denis, qui indique que la communication valorisante, même sans mention explicite d'un candidat, peut altérer la sincérité du scrutin. Donc, par exemple, ça veut dire que si l'on dit que en utilisant les moyens institutionnels, que la commune, par exemple, a été très bien gérée pendant 6 ans et que personne ne pourrait faire mieux, même sans citer le candidat sortant, par exemple le maire sortant, ça peut altérer la sincérité du scrutin et le juge peut apprécier l'effet produit sur les électeurs et non l'intention déclarée. Donc, même si on n'a pas forcément voulu changer, inciter les électeurs ou avoir une influence particulière sur le vote, le juge va apprécier l'effet produit, les conséquences, et pas forcément l'intention déclarée, ce qui peut avoir des conséquences assez importantes, comme on le verra par la suite. Les objectifs maintenant de la communication préélectorale. Pourquoi finalement de telles règles? Pourquoi de telles précautions avant le scrutin? Donc on a forcément, le premier point, c'est éviter les distorsions entre candidats pour respecter une sorte de principe d'égalité et ainsi protéger et garantir le fait que tous les candidats, sans exception, disposent finalement des mêmes conditions d'expression et de visibilité et que concrètement, l'administration sortante, par exemple le maire sortant s'il se représente, n'est pas un avantage par rapport aux autres candidats s'il utilise les moyens de la mairie, ce qui explique finalement de telles interdictions. Deuxième point, on aura la préservation de la sincérité du scrutin, donc assurer que le vote reflète la volonté libre et éclairée des électeurs, justement en limitant ces types de communication pour que finalement chacun ait sa chance et qu'il n'y ait pas de poids plus fort sur un candidat que par rapport à un autre. Troisième point, c'est également le fait de garantir l'égalité d'accès à l'information. Là, c'est concrètement un objectif qui vise finalement démocratique à offrir aux citoyens un accès équitable aux informations essentielles, sans privilège indu, donc là, le principe d'égalité devant la loi finalement, mais également devant les électeurs. Et enfin, éviter un usage indu non mérité finalement des moyens publics au bénéfice d'un candidat. Donc ça permet de séparer strictement les fonctions institutionnelles ainsi que les actions de campagne pour prévenir tout avantage injustifié. Donc, par exemple, encore une fois, l'exemple du maire sortant, s'il est en campagne, ce sera sur son budget, le budget de son parti politique par exemple, mais pas sur le budget de la mairie et sur les fonctionnements institutionnels de la mairie. Donc la mairie gardera un mécanisme distinct, neutre et purement informatif, alors que le maire sortant, encore une fois dans cet exemple, pourra faire campagne de manière classique, mais sans utiliser les ressources de la mairie. Qui est concerné? Point important, donc c'est principalement, je pense, par rapport aux participants, les mairies qui sont présentes, mais ce n'est pas que les mairies qui sont concernées, puisque les intercommunalités le sont également, mais pas que. D'abord par rapport aux acteurs individuels, donc on aura des élus, bien sûr, on aura des agents également, mais également des partenaires institutionnels. Donc chacun devra respecter une stricte neutralité à l'approche des scrutins, notamment au regard de l'usage de la communication institutionnelle. Mais d'autres organismes sont également concernés. Donc, on aura des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, mais également des associations subventionnées si certaines collectivités sont concernées, puisque même si elles disposent d'une personnalité morale distincte et autonome, elles restent soumises aux règles de neutralité. Donc, on ne peut pas finalement
On ne peut pas finalement passer par une association subventionnée ou par une société publique et court-circuiter le principe de neutralité institutionnelle. C'est vraiment à la fois la mairie, mais également ces organismes satellites, de même que CCAS finalement, donc il faut faire attention là-dessus. C'est neutralité institutionnelle, mais également pour les organismes satellites, avec une implication financière de la collectivité. Ici encore, jurisprudence de référence, donc c'est le Conseil d'État 20 mai 2022, donc jurisprudence récente, qui indique qu'une association subventionnée est tenue à la même obligation de neutralité qu'une autorité publique. Donc exemple concret qui, je pense, peut se poser, imaginons une association de musique ou un club de sport, un club de football, celui-ci aura toujours une obligation de neutralité et ne pourra pas dire, par exemple, voilà, exemple très simpliste, mais grâce au maire, nous avons eu des résultats exceptionnels et grâce aux subventions, voter pour lui finalement, ça ne pourra pas être fait et la jurisprudence se sanctionne si c'est le cas finalement. Voilà maintenant la question de la légalité que l'on verra surtout également dans les deuxième et troisième parties. Mais concrètement, quels sont les grands principes de la communication institutionnelle en période préélectorale et ce que reprend le juge pour juger ou non de la légalité de la communication qui a été faite. Donc on a une méthode du faisceau d'indices qui est effectuée sur 4 grands critères. Le premier, la neutralité, le second, l'antériorité, le troisième, la régularité et le dernier, l'identité. Revenons sur la neutralité. Donc, par définition, le message doit rester strictement informatif et factuel et aucun lien avec le scrutin ne doit être suggéré sur ce point. Donc, par exemple, le bulletin municipal, faire attention à rester neutre, informatif et factuel et bien sûr ne pas donner de consigne de vote, que ce soit explicite ou implicite sur ce point. On a également l'antériorité qui est un principe important que va considérer le juge en cas de contentieux, c'est que la communication doit s'inscrire dans une pratique antérieure et que seules des actions habituelles et traditionnelles seront permises. Donc concrètement, si imaginons ici cas pratique l'exemple d'une commune qui décide en 2026 d'un tout nouveau événement, disons, je ne sais pas, fête des citoyens ou un événement particulier qui n'a jamais été fait avant, eh bien, ce critère pourra être retenu contre la mairie, puisque, par exemple, quelqu'un de l'opposition, donc le requérant, pourra très bien dire que la communication institutionnelle n'a pas été respectée, puisqu'un événement, finalement, entre guillemets, sort de nulle part, comme par hasard, juste avant les élections 2026, et qui ne s'inscrivait pas dans une pratique antérieure. Donc, faire attention là-dessus, antériorité, vérifier. On verra par la suite si ce que vous prévoyez de faire a déjà été fait ou si vraiment c'est fait pour les élections. Et dans ce cas, faire très attention puisque ça peut être retenu contre les organisateurs finalement dans le cadre du jugement du scrutin. Ensuite, la régularité qui se retrouve un peu dans l'antériorité, mais pas que, c'est périodicité des publications qui doit être respectée. Donc la différence, c'est par exemple si vous avez un bulletin municipal que vous avez depuis 20 ans, techniquement l'antériorité est respectée, mais si pendant 3 ans vous avez eu un trou pour des raisons X ou Y, vous n'avez rien fait parce que vous n'aviez pas de budget, parce que vous n'aviez pas les agents et que vous revenez en force, entre guillemets, juste avant les élections avec un bulletin municipal donc, tous les mois. Et là, ça pourrait être reproché également puisque la périodicité des publications n'a pas été respectée et que, comme par hasard, finalement, le bulletin revient tous les mois juste avant les élections. Donc là encore, faire attention sur la périodicité à respecter, ça rejoint l'antériorité. Et pas de modification de format ou de contenu substantiel, seulement à la marge, pour éviter qu'on vous accuse de tout changer du jour au lendemain pour les élections. Et enfin, dernier principe d'identité, présentation visuelle, couleur, police, mise en page, ça doit rester inchangé, et pas d'évolution substantielle par rapport aux pratiques antérieures. Donc là, l'exemple concret, un peu vulgaire, excusez-moi, mais c'était un bulletin municipal finalement qui reprenait les couleurs du parti politique du maire sortant. Donc là, forcément, ce n'est pas passé. Mais voilà, il faut vraiment rester dans le classique, ne pas donner de tonalité, par exemple, de couleur par rapport à ce que représente le parti politique du candidat sortant, ne rien changer sur ce point-là. Donc, si vous avez votre charte graphique, pas de problème, mais essayez de la garder telle qu'elle au maximum et de ne pas faire de modifications substantielles sur ce point. Donc, voilà les 4 grands critères: neutralité, antériorité, régularité, ainsi que l'identité que l'on reverra par la suite dans les jurisprudences. Donc, justement, ces 4 critères sont utilisés par le juge électoral. Et quel est son rôle? Donc, il va analyser le contenu, le contexte et les faits produits. Donc, concrètement, que représente le document attaqué, par exemple le bulletin municipal? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est le contexte? Par exemple, est-ce que c'est la veille des élections? Est-ce que c'est quand même un an? Et finalement, l'effet produit, est-ce que ça a
selon lui, en tout cas, selon son appréciation souveraine, eu un caractère suffisamment important pour, par exemple, affecter la sincérité du vote et changer la donne sur ce point. Donc, ce sera une appréciation au cas par cas selon le support, bulletin municipal ou site internet de la collectivité ou événement concret réel. Sur le moment, est-ce que c'est juste une semaine avant les élections, est-ce que c'est un an avant, encore une fois, ou 6 mois avant, et le contenu et la forme, finalement, dans quelle mesure la neutralité est respectée, en sachant que le juge reste tout de même pragmatique. Donc, un message neutre sur la forme peut être jugé électoraliste par son contenu implicite ou son timing. Donc, ce n'est pas que que le caractère explicite du terme. Finalement, le juge se permet finalement de dire entre les lignes, notamment au regard de l'antériorité, de la régularité, si rien n'a été fait avant sur ce sujet, ça peut être considéré comme un message qui n'est pas neutre. Donc voilà sur ce point. Et encore une fois, dans le cadre juridique, finalement, ce qui est intéressant, ce sont les risques encourus, donc très concrets. Et voilà, ça peut aller assez loin, on le verra dans les jurisprudences suivantes. Donc, on a un risque juridique, forcément. Ça peut aller jusqu'à l'invalidation de l'élection. Ça peut aller même jusqu'à l'inéligibilité du candidat qui a usé de ces méthodes illégales. Donc, par exemple, c'est l'utilisation de bulletins municipaux valorisants dans un cas extrême, selon le timing, selon le contenu, selon la forme. Ça peut aller jusqu'à l'annulation d'élection et son inéligibilité par la suite. Risque politique également, donc ça c'est une perte de légitimité bien sûr auprès des électeurs avec des accusations d'abus de pouvoir. Donc voilà, c'est quand même un risque assez important. Et également un risque administratif, donc responsabilité de la collectivité qui peut être attaquée. Ce n'est pas uniquement finalement des candidats en tant que personnes privées. On peut également avoir des problèmes des juridictions financières, par exemple les chambres régionales des comptes, voire même la Cour des comptes, dans un rapport qui peut se rendre compte finalement que de l'argent a été utilisé pour la campagne du candidat, ce qui est complètement illégal. Et donc, voilà, avoir une mauvaise publicité, mais également des problèmes administratifs. Ça, c'est par exemple l'exemple de la mobilisation des moyens municipaux. Donc, faire attention sur ce point. Voilà, je vous ai présenté le cadre juridique sur ce point et avant de passer à la seconde partie, je vais regarder si vous avez des Il y a, questions. oui, il y a deux questions, chère Marie. Quid des conseils de développement et des Césaires? Devoir de réserve également ou pas? Alors effectivement, là, il y aura, c'est vraiment une application générale, il y aura bien un devoir de réserve puisque c'est vraiment en général des organismes satellites, donc à la fois associations, CCAS, Césaire, Conseil de développement, société d'économie mixte, société publique locale. Donc là encore, il y aura un devoir de réserve et faire attention sur ce point. Je vois une seconde question, Oui, c'est... Ouais. assez intéressante. Un nouveau site internet pour un EPCI peut sortir au premier trimestre 2026. Il ne présente que la communauté de communes, ses services, ne fait pas l'apologie des élus et s'appuie sur une charte graphique déjà sortie. Alors, sur le principe, c'est vrai que le timing pourrait poser problème et voilà, interroger notamment des candidats de l'opposition, mais techniquement, tel que la question est présentée et sans plus de détails, c'est autorisé, encore une fois, sous réserve que ça ne présente uniquement la communauté de communes et ne fait pas d'éloge de candidats, uniquement ses services, donc pas l'apologie des élus, et ne change pas la charte graphique déjà sortie cette année. Donc, sur le principe, ça me paraît autorisé sous réserve que ces points soient totalement respectés, puisque la communication préélectorale, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut strictement rien faire avant. Donc là, on rentre justement, on le verra dans la troisième partie, dans ce qui est autorisé. Donc voilà, sous réserve qu'il n'y ait rien de plus, c'est autorisé. Peut-on prévoir un atelier de territoire et y convier les associations de riverains, les élus, la préfecture, etc., courant automne 2025? Alors, sur le principe, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais sans plus d'informations, ça me paraît un peu risqué, vu que l'on n'a pas forcément, en tout cas dans la question, d'éléments ou de précision sur l'antériorité et la régularité de telles pratiques. Concrètement, si c'est la première fois que c'est fait, j'aurais tendance à dire de ne pas le faire, puisque ça pourrait être reproché. Voilà, si en plus on a la préfecture, on a les élus, ce serait compliqué, implicitement, explicitement, de respecter une certaine neutralité. Donc, sous réserve encore une fois que ce ne soit pas fait tous les ans, qu'il n'y ait pas d'antériorité, j'aurais tendance à dire de ne pas le faire, ce sera trop risqué. Peut-être que Madame Allais, vous pouvez téléphoner au service pour avoir vraiment Alors, des éléments je vois tout à fait complémentaires. la suite de la question. Là, pour info, l'atelier concerne la réflexion autour de l'avenir de parcelles communales
Constructible, c'est la première fois, donc même si c'est un sujet autour de l'urbanisme, faire attention, à mon sens, même si c'est la première fois que voilà, ça semble peut-être un peu éloigné des élections, vu que c'est un sujet urbanistique, évitez tant que vous pouvez le faire, parce que encore une fois, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Finalement, voilà une question, un marché de Noël peut-il être organisé pour la commune en 2025 pour la première fois? Là encore, critères d'antériorité et de régularité pourraient poser problème, même s'il y a une neutralité neutre dans ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit finalement. Disons que ça pourrait être jugé par le juge à caractère implicite, même s'il n'y a pas forcément une intention de le faire juste avant les élections. Donc là encore, s'il n'y a pas d'antériorité, faire attention sur ce point. Peut-on envisager le lancement d'une marque de territoire fin 2025? Là, ça rejoint également la question de la personne avant sur le site internet de l'EPCI. Concrètement, c'est une neutralité totale, pas d'éloge des élus, pas d'apologie sur qui doit gagner ou qui doit perdre les élections vulgairement. S'il n'y a pas de charte graphique complètement différente, ce serait effectivement autorisé sous réserve voilà, de plus de détails. Donc là, je vous invite également à nous appeler si vous souhaitez plus de détails. Donc sur le principe, pourquoi pas, mais il faudra un peu plus de détails pour vous répondre concrètement, pour qu'on puisse reprendre la jurisprudence sur ce point. Je vais continuer les questions. Peut-on organiser une réunion publique sur la révision du PLUI, celle-ci étant prévue par une délibération intérieure? Lançant la procédure, 2 réunions publiques ont déjà eu lieu. Là, concrètement, vous avez l'antériorité, vous avez la régularité, vous avez une procédure qui est déjà lancée. Donc, concrètement, oui, toujours faire attention à ce qui sera dit sur la neutralité, donc éviter de parler des élections. Mais sur le principe, ça me paraît tout à fait possible. À quel moment sera-t-on informé de la date officielle de la période de réserve? Alors même malheureusement, on n'a pas d'infos sur ce point, mais je pense que ça ne devrait pas tarder par rapport au ministère de l'Intérieur, donc au grand maximum à la rentrée. Mais encore une fois, nous n'avons pas d'infos malheureusement sur ce point, donc je ne peux pas vous l'assurer avec certitude, mais ce sera rapide, j'imagine. Sera-t-il possible de récupérer votre document de présentation en fin de réunion? Ça, je crois qu'il a été envoyé, Catherine, il me semble. Oui, non, je voulais envoyer ce matin. D'accord. Parfait. Quid de la vidéo de vœux du président de PCI prévue pour début janvier comme chaque année? Ça, je me permets de reprendre dans la deuxième ou la troisième partie. Ça, voilà, parce que j'en parlerai assez substantiellement. Et peut-on enclencher une révision du PLUI véritablement nécessaire et du coup faire une réunion publique? Là encore, sans plus de précision, ça me paraît possible. Puisque voilà, la révision du PLUI, si celle-ci, comme vous dites, est véritablement nécessaire pour l'aménagement de votre territoire et que la réunion publique est une obligation légale, sous réserve encore une fois que la neutralité soit respectée. C'est possible sur ce point. N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez des précisions. Dans une commune, Madame le maire reçoit son rendez-vous chaque premier samedi du mois. Cette pratique peut-elle se poursuivre? Si cette pratique est régulière et avec une certaine antériorité et que les moyens institutionnels de la mairie ne sont pas utilisés pour, entre guillemets, convaincre les électeurs, pourquoi pas? Là, c'est vraiment sous réserve de ce qui est dit. Sans plus de détails, ça me paraît possible, mais il faudrait du fondement. Donc, je vous invite également, si vous le souhaitez, à nous rappeler. Avant de passer à la seconde partie, peut-on organiser une exposition pour la première fois dans un cadre culturel à l'automne? Là encore, ça dépendra du financement public ou privé, complètement public, complètement privé ou parapublic, mais disons que le fait que ce soit la première fois n'est pas forcément bon signe et que ça pourrait être retenu contre vous par des candidats finalement suite aux élections. Donc toujours faire attention sur ce point, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais disons que la première fois me fait tiquer un peu et si possible à éviter finalement. Bonjour, peut-on conserver la tribune du magazine municipal et quid de son contenu? Là encore, je me permets de répondre à votre question dans la seconde partie et la troisième partie, vu que ce sera indiqué, mais concrètement, très rapidement, il faudra que ce soit neutre par rapport au contenu, donc ça peut être conservé, mais entre guillemets, c'est plus une tribune politique, mais purement informative. Peut-on organiser une inauguration d'école en septembre? Je n'ai pas encore la date. Là encore, on en reparlera dans la deuxième ou la troisième partie. C'est possible sous réserve que la neutralité du discours soit respectée et de ce qui sera dit. Et voilà, je pense que ce sera la dernière question pour cette partie. Quid du repas à destination de nos aînés, financé par la commune, sachant que ce serait la deuxième édition?
critères d'antériorité, critères de régularité. Si ça reste parfaitement neutre, voilà, qu'il n'y a pas d'appel au vote, bien sûr, sur ce point, ça me paraît possible. Et finalement, faire attention au repas en tant que tel, substantiellement. Si le budget est doublé par rapport à la première année, faire attention parce que là, pour le coup, on pourrait reprocher une absence de neutralité. Donc, tant que ça reste dans le budget, régularité, antériorité, on l'a. Tant que c'est neutre et qu'il n'y a pas d'identité de changer, graphiquement, ça me paraît également possible. Pareil, n'hésitez pas si vous avez plus de précision à nous appeler dans l'après-midi. Et vraiment, dernière question pour cette partie. Comment pourrait être analysée la communication que nous devrons engager vis-à-vis de nos administrés afin de représenter, de leur expliquer en quoi le nouveau mode de scrutin aura des incidences sur les anciennes pratiques électorales, interdiction du panachage. Ça, c'est très bien parce que je vais en parler rapidement, mais on va également organiser un webinaire, je pense, en septembre. La date n'est pas fixée sur ce point, sur notamment le nouveau mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants. Concrètement, par rapport à votre question, ça devra être une communication purement informative, ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut faire désormais. Par rapport au panachage, finalement, par rapport au mode d'attribution des sièges avec une neutralité totale. Reprendre, par exemple, la documentation de votre préfecture, parce que c'est la plus neutre, finalement, ne rien ajouter, neutralité complète, identité également, mais ça, bien sûr que c'est possible, c'est vraiment par rapport au contenu où il faudra faire attention. Mais encore une fois, voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler et même de faire un webinaire sur ce point-là. Donc, par rapport à votre question, c'est vraiment la neutralité de la communication qui comptera. Et je vais maintenant repartir sur la Nous, seconde. nous ferons, pour un petit complément, nous ferons un webinaire spécial au mois C'est de ça, septembre sur le changement de mode de scrutin. c'est ça. Donc nous Donc aurons, n'hésitez pas à regarder la newsletter et à vous inscrire. c'est ça. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc maintenant, on va faire des sortes de cas pratiques sur ce qui est prohibé en période préélectorale. Donc là encore une fois, cette date du 1er septembre 2025 qui a été prise par défaut sans avoir la communication officielle du gouvernement, mais encore une fois, c'est la plus autant prendre le plus de précautions, donc commencer au 1er septembre 2025. Donc, comme on l'a vu de manière très générale avant de partir dans les détails, interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une commune, interdiction de la publicité commerciale, interdiction de l'affichage sauvage. Et après, on aura également d'autres règles. C'est à partir de la veille du scrutin, notamment à minuit, interdiction de distribuer ou de diffuser certains documents, de messages de propagande et des sondages d'opinion. Concrètement, à quoi ça ressemble? Donc, pas de message valorisant, pas de référence aux réussites, projets ou engagements tenus du type 2020-2026, je ne sais pas, notre budget ou notre dette publique a été réduite de X%. Pas de photos du maire ou d'élus accompagnés de messages flatteurs dans le bulletin municipal, encore une fois du type, voilà, grâce à l'administration X ou Y, nous avons, je ne sais pas, ouvert, développé de clubs de football, développé d'écoles ou quoi que ce soit, ou construit X ou Y euh, éléments finalement. Par exemple, on a une jurisprudence du Conseil d'État du 6 mars 2020 qui indique qu'une information, même neutre dans sa forme, peut devenir illicite, comme on a vu précédemment, si elle intervient à un moment sensible et produit un effet de promotion. Donc, même si vous pensez qu'il y a une certaine neutralité, réfléchissez vraiment, on aura des sortes de checklists par la suite sur est-ce que le timing est vraiment bon, est-ce que vous ne le faites pas au dernier moment, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet de promotion ou de réussite ou de projet engagement tenu, même implicitement, et si c'est le cas, alors évitez au maximum de le faire, auquel cas voilà, il peut y avoir un contentieux assez risqué par la suite. Concrètement, qu'est-ce qui est visé? Donc bulletin, magazine, brochure d'information, site internet de la collectivité, et c'est une interdiction s'ils vantent le bilan, même indirectement, pour ces documents. Donc on aura une vigilance particulière sur des rubriques du type le mot du maire, exemple, retour sur les réalisations, du type nous avons fait X ou Y depuis 2020. Ce qui est à proscrire, par exemple, c'est depuis 6 ans, nous avons réhabilité les écoles et sécuriser les rues. Alors même si c'est le cas, je sais que voilà, il y a beaucoup de candidats qui veulent en parler légitimement finalement par rapport à leur bilan, mais il faut vraiment éviter sur le bulletin municipal parce que c'est considéré comme voilà, comme un avantage institutionnel. Donc éviter tout type de formule s'en rapprochant. Ici, jurisprudence, commune de Cannes de 2005, Conseil d'État. Le Conseil d'État considérait qu'un bulletin valorisant directement l'action du maire avant les élections constitue une propagande électorale et que la sincérité du scrutin a été jugée altérée. Vraiment,
Faire attention sur ce point, ce qui fait que ces communications sont interdites, notamment si elles sont médiatisées dans un but électoral, si elles donnent lieu à une prise de parole ou une mise en avant du maire candidat. Et là, exemple, Conseil d'État 7 mai 1997, là je pense que ça concernera beaucoup d'entre vous, puisque c'était pour un complexe sportif, mais ça peut s'appliquer pour une école, pour une salle de concert, pour une salle de spectacle, pour finalement tout ce qui peut être inauguré au sens large. Donc, inauguration d'un complexe sportif avec un discours du maire qui mettait en avant sa réalisation, ce qu'il a fait, pourquoi c'est grâce à lui, finalement, entre guillemets, c'est considéré comme une opération de communication électorale et le résultat, c'est l'invalidation du scrutin. Donc autant les inaugurations ne sont pas interdites, autant les inaugurations avec le discours du maire avant, pendant ou après, c'est très compliqué, c'est très risqué. Donc c'est à éviter puisque, dernier point, même si l'événement est institutionnel, la médiatisation peut en faire un acte de propagande électorale. Donc concrètement, si toute la télé, la presse quotidienne régionale est présente et que le maire prend la parole en plus du préfet ou je ne sais pas, d'un ministre quoi que ce soit, si vraiment c'est une inauguration importante, ça peut être considéré comme un acte de propagande électorale. C'est vraiment à éviter et à vérifier en amont. Donc là, on aura campagne de communication de la collectivité. Alors, pardon, je reprends ça. Voilà, elles sont interdites, notamment si elles sont. Ah oui, non, autant pour moi, je suis sur le mauvais slide. Donc, elles sont interdites si elles mettent en avant les réalisations du mandat ou si elles parlent de projets en voie d'achèvement, par exemple la circulaire du 4 juillet 2019 que vous pouvez reprendre. Donc concrètement, même si elles se présentent comme des bilans soi-disant neutres, c'est vraiment le contenu implicite ou explicite qui compte et elles sont interdites dès qu'elles valoriseront l'équipe sortante, donc en mettant en avant la réalisation du mandat encore une fois, ou de projets en voie d'achèvement qui s'achèveront ou qui s'achèveront pendant l'année ou même très bientôt. Donc faire attention sur ce point. Là, je vous présente des exemples à ne pas faire ou à faire. Donc, par exemple, exemple d'affiche. Ensemble, nous avons modernisé la ville, type affiche de campagne. C'est concrètement interdit. Pourquoi? Parce que c'est un message valorisant, avec en plus ce pronom nous du type qui finalement indique la fusion entre l'institution, la mairie, mais également le maire sortant qui se présente aux élections, ce qui fait que c'est interdit et que ce sera très probablement condamné en cas de contentieux. Par contre, bien sûr, une information classique du type info-travaux, chantier boulevard Jean Jaurès, circulation coupée en attente finalement d'une construction et pourquoi pas concrètement d'une modernisation de la ville, c'est autorisé puisque l'information est neutre et factuelle, donc il n'y a pas de jugement de valeur, c'est uniquement une information concrète pour les riverains. Pour les riverains, vous ne pouvez pas passer par là, vous pouvez passer par là, et c'est finalement autorisé. Ensuite, nous aurons, alors, juste je reprends ça, cas numéro 4, usage des moyens de la collectivité. Donc concrètement, qu'est-ce qui est prohibé? C'est l'usage du site internet de la mairie pour relayer des bilans, et c'est l'utilisation d'agents locaux ou matériels municipaux à des fins électorales. Donc site internet au sens général, c'est le site internet classique, mais c'est également ce qui est utilisé sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez des comptes Facebook ou Twitter alias X, c'est prohibé d'utiliser de tels moyens. Utilisation d'agents, donc bien sûr, vous ne pouvez pas demander à vos agents de faire la campagne voilà, du candidat institutionnel. Pareil pour les locaux et pareil pour les matériels municipaux, on ne doit pas les utiliser à des fins de campagne électorale. Pourquoi? Parce que ça constitue bien sûr un détournement de ressources publiques avec des conséquences pénales et électorales, donc faire très attention sur ce point-là. Exemple classique, Conseil d'État 2002, élection municipale rodée. Le site internet de la collectivité utilisait ici des articles qui vantaient le mandat du maire, ça a été considéré comme de la propagande électorale déguisée, donc c'est vraiment à proscrire, faire très attention sur ce point. Ensuite, on revient également sur ce qui a été évoqué dans la première partie, le cas des organismes satellites et partenaires, donc associations subventionnées, SEM, SPL ont les mêmes obligations de neutralité. Ça rejoint la question qui a été posée également sur les agences de développement et les Césaires sur ce point, elles sont bien concernées, donc elles ne devront pas avoir de relais de messages électoralistes. Et il faudra faire également attention aux lettres d'information, les newsletters, sites web, affichage externe sur ce point-là. Donc une jurisprudence que l'on a vue précédemment, mais qui est très importante, c'est Conseil d'État 20 mai 2022, une structure subventionnée n'est pas indépendante sur le plan juridique si elle agit dans l'intérêt de la collectivité. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'importe qu'il s'agisse d'une société privée, d'une SA, d'une SARL, d'une association,
sur ce point. Il n'y a pas d'indépendance selon le juge si elle agit dans l'intérêt de la collectivité, donc ça ne pourra pas sauver finalement, vous sauver entre guillemets s'il est utilisé, quelle que soit la forme juridique ou la personnalité morale, c'est considéré comme ayant un lien si elle agit dans l'intérêt de la collectivité et comme de la communication institutionnelle illégale sur ce point. Voilà une synthèse des interdits majeurs avant de passer aux questions. Donc concrètement, j'ai pris des exemples sur chaque type de support. Le premier, c'est bulletin municipal, interdit si valorise le bilan de l'élu sortant, type nous avons réalisé X et Y éléments, nous avons diminué la dette publique, nous avons augmenté des inscriptions à l'école, nous avons sécurisé les rues, nous avons installé plus de, je ne sais pas, de panneaux solaires grâce à l'action de la commune, c'est vraiment très large. Donc, interdiction de la valorisation du bilan des sortants. Inauguration ensuite, donc faire attention à la médiatisation. Est-ce que c'est vraiment dans une salle avec voilà, uniquement les concernés et 15 personnes entre guillemets, ou c'est vraiment très médiatisé avec la télévision, le préfet, le ministre, toute intercommunalité avec un discours du maire plus ou moins neutre, là c'est à bannir. Campagne d'affichage, faire attention sur ce point, ton laudatif ou collectif du type nous avons réalisé X prestation, grâce au maire nous avons effectué telle ou telle avancée, à éviter. Site internet, contenu valorisant non neutre, pareil, c'est évident, mais il y a toujours des jurisprudences à chaque élection, avoir une neutralité la plus parfaite possible, ne pas parler des élections en tant que candidat et de programme politique, mais vraiment en termes administratifs, finalement, pour les listes électorales, pour où seront les bureaux de vote, mais pas plus. Et par rapport aux structures satellites, pareil, SEM et associations, relais d'un discours politique, encore une fois, ce qu'il faut vraiment en dire, c'est qu'importe la forme juridique, association, société en tant que telle, CCAS, c'est considéré comme provenant de la commune, même indirectement, s'il y a un relais d'un discours politique, puisqu'il y a un lien juridique et financier avec la commune. Donc, avant de partir à la troisième partie et de répondre encore plus concrètement au point, je vais reprendre les questions qui ont été posées. Donc, voilà, merci Catherine pour le numéro de téléphone. Qu'en est-il de la cérémonie des vœux du maire en janvier 2026? Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Donc, faire attention à la neutralité, à ce qui sera dit par rapport à l'antériorité et par rapport à la régularité. Donc, garder une neutralité complète, éviter d'évoquer des élections, des avancées sur ce point. Donc, c'est possible en tant que tel, mais c'est vraiment au cas par cas sur ce qui sera dit. Ensuite, technique, je pense que c'est réglé maintenant. Réalisation 2019. 2020 portée par mon équipe qui a permis l'installation de médecins peut-être être mise en avant pendant la période de réserve, là faire très attention puisque même si c'est de 2019 à 2020 et même si vous n'étiez pas aux affaires, alors juste pour bien comprendre, là vous n'êtes plus dans l'administration actuelle, Monsieur Maurice, donc si ce n'est plus l'administration en tant que telle, ce ne sera pas sur la période institutionnelle, ce ne sera pas sur les moyens institutionnels, donc vous pourrez en parler comme candidat, finalement, vu qu'il n'y aura pas de moyens institutionnels et que vous étiez maire avant 2020, mais pas depuis 2020 à 2026. Donc là, pour le coup, sous réserve que vous n'étiez pas en charge de 2020 à 2026, ça me paraît tout à fait possible. Tout à fait possible. Tous les bulletins municipaux sont en ligne ainsi que le bilan à mi-mandat. Faut-il le dépublier? Non, vous pouvez le garder tel quel, puisque ce qui a été fait n'a pas d'impact. Enfin, avant, ce qui a été fait, il n'y aura pas de problème particulier. C'est vraiment ce qui sera fait à l'avenir et le ton que vous aurez dans la rédaction de vos bulletins municipaux. Donc, il n'y a pas d'obligation de dépublier sur ce point. Sauf bien sûr cas extrême, type diffamation, voilà, ton extrêmement agressif, mais là je ne pense pas que ce soit le cas. Et ensuite, comment on peut faire de président de PCI qui doit retracer l'activité de PCI avant le 30 septembre de chaque année, communication par le maire au conseil municipal en séance publique prévue par l'article précité. Donc là, concrètement, c'est toujours possible, puisque comme vous l'avez dit, c'est une obligation légale, mais ce sera un retracer l'activité de manière la plus neutre possible, donc éviter un ton laudatif, voilà, éviter un ton médioratif, une mise en avant de ce qui a été fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être
technique chiffrée sans avoir de visée à portée électorale sur ce point. Affichage diaporama, d'accord, donc si ce n'est pas le cas, par rapport à votre question sur ce qui a été fait avant 2020, ça me paraît tout à fait possible, puisque la communication institutionnelle, finalement, elle vise l'administration actuelle. Donc, je ne vois pas de problème particulier. Sur ce point, vous pouvez tout à fait dire en tant que candidat, finalement, que lorsque vous étiez maire, donc puis maintenant, mais entre 2014 et 2020, vous avez fait telle ou telle réalisation. Donc, sur ce point-là, je ne vois pas de problème particulier. Question de Monsieur Manan. Dans le cas où l'élu dispose d'un compte personnel sur les réseaux sociaux dans lequel sa fonction en tant qu'élu est précisée, peut-il continuer à l'alimenter pendant la période de réserve indépendamment du compte officiel de la collectivité? Concrètement, c'est possible vu que c'est un compte personnel, donc ce n'est pas le compte institutionnel. Donc si c'est le compte de la personne privée qui est également candidate, elle peut bien sûr continuer à l'alimenter, à faire campagne concrètement, vu que ce n'est pas le compte officiel de la collectivité. Donc pas de problème sur ce Alors, point. Oui, avec peut-être une petite précision, à condition que le compte ne renvoie pas vers bien le sûr, compte c'est ça. de la commune ou de l'interco. C'est ça. Sur ce point, il faut vraiment que ça soit un compte privé, qui n'y ait pas de lien du type retrouvez-moi sur le site institutionnel. Il faut vraiment qu'il soit purement indépendant du compte officiel de la collectivité. Donc là, comme c'est indiqué dans la question, je pense que c'est le cas, mais c'est également quelque chose à préciser et à prévoir. Il faut vraiment une indépendance complète entre les comptes sur la communication, mais sous réserve que ce soit le cas, ce serait bien autorisé. Donc faire attention et vérifier en amont ces points-là. Y compris Charles-Marie, je me permets, Bien sûr, même pas de photo qui puisse reprendre une photo qui éventuellement soit sur le site de la commune. c'est ça. C'est vraiment Il faut vraiment que ce soit étanche. tout à fait, tout à fait. C'est vraiment par l'écharpe du maire, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait la photo, il ne faut pas qu'il y ait la charte graphique de la mairie, de titre, de slogan de la ville, si on a un, de logo, etc. Donc une indépendance totale et complète à vérifier en amont. Notre magazine municipal édité tous les ans en décembre retrace tous les travaux réalisés dans l'année, les changements survenus dans les services. Peut-on continuer à rédiger de tels articles? Donc là, par rapport aux critères, vous aurez l'antériorité et la régularité. Pour continuer à rédiger, il faudra vraiment une neutralité complète et pleine. Donc sur le principe, ça dépendra vraiment du ton engagé, mais disons que ça reste finalement assez risqué sur ce point parce que voilà, même si le ton est neutre, il y a le côté implicite qui pourrait poser problème. Donc là, ce que je peux faire, c'est vous inviter à nous rappeler sur le principe, ce n'est pas interdit en tant que tel, mais disons que avec uniquement ces éléments dans la question et sans plus de détails, ça me paraît risqué. Donc, sous réserve de précision, à essayer d'éviter le plus possible. On peut donc publier un bilan de mandat avant le 1er septembre. Donc la communication préélectorale, c'est au 1er septembre, ce qui fait que avant, on est un peu plus libre. Disons que tout on doit tout de même être maîtrisé sur ce point, ça ne doit pas être trop agressif, mais sur le principe, on peut voilà, indiquer les avancées plus librement qu'après le 1er septembre, toujours sous réserve d'un certain ton qui doit être adapté. Question télécabine médicale, elle devait être installée en début 2025 et reportée à juillet, voire septembre. Nous en avons informé nos habitants via le journal communal. Pourra-t-on publier sur le sujet quand elle sera en fonctionnement après septembre? Pour le coup, c'est un équipement pratique. L'information, si elle est neutre, pourra être faite. Faire attention à l'inauguration, encore une fois. Mais sur le principe, et encore sous réserve de détails que vous pourrez nous donner en appelant notre service, ça me paraît possible sur le principe, encore une fois, sous réserve de détails supplémentaires et de la neutralité qui devra être faite dans le ton du message. Donc, je travaille dans un pôle métropolitain organisme qui est concerné par la période de réserve, tout à fait. Nous avons commencé à travailler à la refonte de notre site internet et réfléchissons à revoir la charte graphique et le logo. Pouvons-nous le faire après le mois de septembre? Alors, les modifications en tant que telles graphiques ne sont pas interdites, ce sont vraiment des modifications substantielles qui tendent à penser que, implicitement ou pas d'ailleurs, que vous faites le choix d'un candidat ou vous facilitez finalement la communication d'un élu. Donc, pas d'interdiction de principe, mais disons que le timing pourrait être dangereux, entre guillemets. Donc, c'est vraiment à éviter, à mon sens, à moins qu'on soit vraiment dans la modification non substantielle, de détail du détail, finalement, que pratiquement personne voilà, enfin, on y fera seulement attention à moins de s'y pencher très précisément. Donc à éviter à moins qu'on parle vraiment de détails sur ce point.
Dans le bulletin municipal, des élus minoritaires sont-ils concernés par la neutralité dans la rubrique expression des élus? Tout à fait, puisque c'est un droit de réponse. Donc, sur ce point-là, les élus de la majorité ne sont pas censés sortir du caractère neutre, de même que les élus de la minorité. Finalement, tout le monde est censé avoir un côté informatif sur ce point-là. Bonjour. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Avez-vous répondu à ma question sur les vœux du maire? Alors, j'y ai répondu sans avoir plus de détails. Concrètement, c'est bien possible. S'il y a une régularité, une antériorité de ces vœux qui soient faits tous les ans depuis un certain temps et que le ton soit neutre le plus possible, donc éviter de parler des élections, de propos à visée électorale, de consignes de vote, évidemment, mais il y a tout de même des jurisprudences, donc certaines communes le font, de dénigrer un candidat sur ce point. Donc ce sont tous ces éléments qui montreront que les vœux du maire ont été faits de manière neutre et qu'il n'y aura pas de problème particulier. Comment peut-on récupérer le support? Là encore, il me semble qu'il a été envoyé par mail, je crois. Alors, normalement, vous l'avez eu ce matin. Pour ceux qui parfois l'auraient pas réussi, regardez dans vos spams et sinon, envoyez-moi votre adresse mail, je vous l'envoie. Voilà. Et je vais partir sur la troisième partie. Donc il y a beaucoup de points à aborder. Donc ce qui est autorisé. Concrètement, qu'est-ce qui est autorisé? Ce sont les communications qui restent possibles à condition d'être neutres, factuelles et strictement informatives. Ici, l'objectif est de garantir la continuité du service public sans troubler l'égalité entre les candidats. Donc, encore une fois, toute communication n'est pas interdite. C'est logique, on ne peut pas non plus garder un silence complet pendant 6 mois. Il faut bien annoncer que l'école, finalement, qu'il y a une grève à l'école, par exemple, qu'il y a des travaux à tel endroit, qu'il y a des problèmes météo sur ce point-là. Donc, encore une fois, ça reste possible à condition d'être neutre, factuel et informatif. Jurisprudence commune de Chambéry. La communication reste neutre sous strict encadrement de forme et de contenu, ce qu'on a vu avant. Forme, identité graphique. Contenu, neutralité avec la question de l'antériorité et de la régularité de la communication. Ici, je vais aborder les questions qui ont été posées à notre service, donc donner des éléments de réponse. Voilà, vous pouvez voir finalement quand nous appelons au 09 70 808 809, vous pouvez poser des questions dans tous les domaines finalement, également commande publique, urbanisme, mais vu que le sujet nous intéresse sur la communication préélectorale, et on vous répondra le plus rapidement possible. Avec les éléments de réponse. Donc, on a eu la question du local commun en période préélectorale. Est-ce autorisé? C'est possible si le local est neutre et n'est pas utilisé pour la campagne, par exemple pour une association, c'est tout à fait possible, mais respecter des règles d'égalité et de neutralité sur ce point. Donc, si vous l'acceptez pour un, vous ne pourrez difficilement le refuser pour un autre, à moins qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Et pareil, toujours respecter la neutralité sur ce point-là. Fin des travaux de l'école publique cet été. Les inaugurations est-elles possibles? Oui, mais il faudra éviter toute récupération politique. Il faudra privilégier une cérémonie neutre et sans campagne. Et pourquoi pas envisager, si vraiment vous avez un doute, un report après les élections, finalement. Possible, mais toujours faire attention sur ce point. Un élu peut-il continuer à rédiger l'éditorial du bulletin municipal? Oui, si l'éditorial reste informatif et non propagandiste. Éviter toute promotion personnelle ou partisane, donc vraiment à caractère informatif. Je me répète, mais c'est vraiment ce qui pose problème lors des contentieux et ce qui n'est pas respecté en général lorsqu'il y a un contentieux. Toujours inauguration finalement, mais du point de vue de PCI, le président de PCI peut-il parler lors d'un événement sportif en septembre en période préélectorale? Alors, oui, il pourra parler en tant que président, mais sans faire campagne, rester neutre et respecter les règles de communication institutionnelle. Pareil que la deuxième question, envisagez également un report si vous avez un doute sur ce qui sera fait ou non. Et enfin, une question qui nous a été posée, donc est-il envisageable d'organiser une réunion publique dans un SCOT en période préélectorale? Concrètement, si la procédure a été lancée en amont de la période, c'est tout à fait possible, mais faire attention à ce qui sera dit sur la neutralité, sur ce qui sera promis du type vulgairement, si vous votez pour moi, on aura X logements sociaux en plus. Ça, forcément, c'est interdit. Il y avait une jurisprudence qui était à peu près sur ce point avec un tel discours. Donc, possible, mais faire attention au principe d'égalité et de neutralité sur ce point. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? On aura également le cas du bulletin municipal. Concrètement, qu'est-ce qui est autorisé? Donc, aucune disposition juridique n'interdit aux collectivités de continuer à éditer et de diffuser leurs bulletins selon les modalités habituelles. Donc, on peut toujours, encore une fois, critères d'antériorité et de régularité. Ces documents peuvent continuer à apparaître à des périodicités identiques.
Attention à la neutralité, encore une fois, scrupuleusement vérifiée par le juge électoral. Attention au style rédactionnel qui doit rester objectif et informatif. Et dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés comme des éléments de propagande électorale, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune personne morale, au sens des dispositions de l'article L52-8 du Code électoral. Donc là, il y a une distinction entre financement et propagande sur ce point. Contre-exemple, ce qui est interdit, c'est un journal municipal, concrètement, qui, bien qu'il ait été rédigé en des termes mesurés et qui reprenait le format d'édition antérieure, eh bien, a été diffusé après une longue période d'interruption de 3 ans et demi. Donc là, c'est la régularité. C'est pas l'antériorité vu qu'il existait depuis un certain temps, mais c'est la régularité vu qu'il n'était plus publié depuis 3 ans. Et compte tenu de son caractère exceptionnel, juste avant les élections, ça a été considéré comme une campagne de promotion publicitaire prohibée. Donc si certains d'entre vous sont dans ce cas avec un bulletin municipal qui finalement est à l'arrêt, qui est endormi, faites attention à ne pas le faire repartir avant les élections, parce que même s'il existait depuis 10, 20 ans, le fait qu'il soit en pause depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça vous sera reproché, donc faites attention sur ce point. Maintenant, au cas des inaugurations, ce qui est autorisé, donc inauguration d'un équipement, c'est possible si ça a lieu à l'occasion d'événements précis déconnectés du calendrier électoral, donc pose de la première pierre, ouverture au public. Si ça a été lancé depuis 4 ans, bien sûr que vous pouvez l'inaugurer. C'est vraiment le contenu en tant que tel. En espèces, les propos tenus comportaient un bilan d'année écoulée ne s'apparentaient pas à des déclarations électorales, sans faire référence à des projets à venir, tout en étant exemple de dimension politique. Donc, concrètement, dans cette hypothèse, c'est effectivement autorisé sur ce point-là. Contre-exemple sur ce qui est interdit, donc 7 mai 1997, Conseil d'État, annulation d'un scrutin. Donc, comme on l'a vu avant, les risques, ça peut aller jusqu'à l'annulation d'un scrutin, donc ça peut être très sérieux si la communication électorale n'est pas respectée, au motif que 2 inaugurations avaient été organisées artificiellement, l'une peu de temps avant le vote, l'autre dans l'entre-deux tours, ainsi que les équipements, que les équipements fonctionnaient depuis de nombreux mois. Donc concrètement, c'était une inauguration artificielle, finalement tout était prêt, tout était ouvert, mais les élus ont souhaité en refaire une autre pour mettre en avant leur projet, et ça s'est vu malheureusement allant jusqu'à l'annulation du scrutin. Donc faire très attention sur ces inaugurations factices. Si on en a déjà eu une il y a 6 mois, ne pas en refaire une dans la campagne électorale. Une suffit largement, et surtout faire attention aux propos implicites ou explicites qui seront tenus sur ce point. Maintenant, dans le cas des marchés publics, c'est également quelque chose qui peut se poser. Donc, ces marchés publics peuvent être lancés en période préélectorale, mais en aucun cas, bien sûr, ne doivent servir à mettre en valeur le maire sortant ou tout autre élu candidat, conformément à l'article L52-1 du Code électoral. Donc, concrètement, le Conseil d'État a rappelé que toute action perçue comme une promotion déguisée peut être annulée. Donc, il y a une affaire en 2009 et que toute communication excessive sur un projet a été sanctionnée. Donc, si vous passez un marché public en tant que tel, c'est autorisé. Mais si vous faites la publicité sans arrêt de ce marché public au regard de la communication du candidat, ce sera interdit et ce sera sanctionné. De plus, il y a une réglementation, mais ça c'est pour l'entre-deux tours, que sans urgence justifiée, les décisions structurantes, substantielles, doivent être reportées après l'élection pour éviter tout soupçon de favoritisme et non pas à l'entre-deux tours. Donc si vous avez un marché public de travaux à passer qui est de 1 million ou de 2 millions, ne le faites pas d'entre-deux tours, c'est risqué, c'est sanctionné. C'est vraiment des marchés classiques. Voilà, pour acheter des fournitures, ça peut toujours être fait, mais tout ce qui est substantiel, c'est vraiment à reporter après les élections et l'installation du maire finalement. Et bien sûr, ça c'est période électorale et pas forcément préélectorale, c'est impératif de garantir, quoi qu'il en soit, toujours finalement la stricte neutralité dans la gestion des procédures et des communications liées au marché public. Donc il ne faut jamais finalement ne pas la respecter, mais disons que c'est encore pire de ne pas le faire en période préélectorale pour espérer un gain. Donc ça c'est strictement à proscrire et faire très attention puisqu'il y a des risques le droit pénal s'applique sur ce point-là et ça peut être assez sérieux. Donc, faire attention sur ce point. Avant de passer à l'anticipation, à la sécurisation et les pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre collectivité, on va reprendre les questions qui ont été posées. Alors, donc, je vous invite à poser vos questions. Donc, début des travaux pour extension de la salle de la mairie pour les mariages mi-octobre. Est-ce possible? Donc là, ça revient sur les marchés publics. Concrètement, rien ne vous empêche de lancer un tel marché public si celui-ci est vraiment nécessaire, vraiment utile.
qu'il y a une sincérité du budget. Attention toutefois à la publicité de ce marché public, ne pas mettre en avant la réalisation du maire du type grâce à la majorité, les salles de mariage seront plus grandes. Faire très attention sur ce point. Mais sur le principe en tant que tel et sans plus de détails, je vous invite à nous appeler si vous souhaitez en apporter plus. C'est autorisé. Peut-on toujours diffuser des photos du maire en place dans nos bulletins? Là, concrètement, vous avez la photo classique, finalement, avec l'écharpe. Ça, en tant que tel, tant que c'est strictement neutre, informatif sur ce point, ça peut être continué, mais faire très attention à ne pas confondre la qualité de maire et la qualité de candidat. Donc, sur le principe, ce n'est pas interdit, mais encore une fois, faire attention à ce qui sera dit en dessous de la photo du maire en place dans le bulletin. Donc, voilà sur ce point. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous invite peut-être... on va peut-être passer à la dernière partie, vu qu'on est dans les temps. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc on va repartir. Oui, et puis éventuellement, on répondra aux dernières questions à la fin. Tout à fait. Donc, anticiper et sécuriser. Ce que je vous propose ici, après vous avoir exposé le régime juridique, c'est vous donner des conseils sur concrètement ce que vous pouvez faire pour anticiper et sécuriser. Donc, d'abord, pourquoi anticiper, bien sûr? Donc, prévenir les risques juridiques, on l'a vu. Ça peut être très sérieux, invalidation du scrutin, inéligibilité. Donc, vous avez des références dans le code électoral. Vous avez également le fait d'anticiper la sécurité administrative de la collectivité, donc éviter une mise en cause de la collectivité et de ses agents. Personne ne veut voir ces collectivités au tribunal administratif sur ce point-là. Préserver la légitimité politique, puisqu'une communication biaisée pourra décrédibiliser l'équipe sortante. Donc vous avez un côté politique, bien sûr, et un exemple jurisprudentiel, encore une fois, Conseil d'État 30 décembre 2009, commune de Monteux, invalidation d'élection pour usage inapproprié de la communication institutionnelle. Donc, c'est ce que l'on veut éviter. Et comment va-t-on l'éviter? Eh bien, on a des bonnes pratiques à adopter. Donc, d'abord, la sobriété, ton neutre avec un format simple. Ensuite, la transparence, expliquer les raisons d'une communication si nécessaire, par exemple la sécurité. La traçabilité ensuite, archivage des supports et conservation des versions validées. Et enfin, la réversibilité. On peut faire une erreur après tout, mais dans ce cas, il faut se laisser la possibilité de suspendre ou de retirer une publication jugée litigieuse, puisque si vous faites une erreur, on vous reprochera plus de l'avoir laissée pendant 3 mois que de ne pas l'avoir retirée tout de suite après s'en être rendu compte. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Rien ne vous empêche d'avoir une réversibilité, de retirer un candidat si vous vous rendez compte, ou même si vous avez un doute que quelque chose est risqué. Par exemple, une inauguration prévue, vous pourriez l'annuler, la modifier. Un bulletin municipal, vous pourriez apporter des corrections sur ce point. Donc ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que de le laisser tel quel, puisque finalement, si vous le laissez tel quel, c'est un élément de preuve contre vous au tribunal. Donc voilà, c'est faire attention sur ce point-là. Là, je vous propose un tableau et une méthode de contrôle en interne. Donc, action, objectif. Action, par exemple, audit de tous les supports existants, bulletin municipal, affichage, site internet de la collectivité. Donc, vérifier tout ce qui existe dans vos communications et vérifier les contenus à risque. Donc, est-ce que vous avez des risques, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur ce que vous communiquez? Est-ce que c'est surtout le bulletin municipal? Est-ce que c'est l'affichage? Est-ce que c'est, par exemple, les marchés publics? Est-ce que ce sont les organismes satellites qui, peut-être, font un peu trop de publicité pour vous avec les associations subventionnées, les clubs de football, les SEM ou les SPL? Donc, identifier tous les supports existants pour identifier les contenus à risque et pour ensuite agir sur ce point. Mise en place d'un comité de validation. Donc ça dépendra effectivement de la taille de la collectivité, mais si vous êtes plusieurs, ça permet de croiser les regards juridiques, communication, par exemple l'avis d'un juriste, n'hésitez pas à nous appeler, encore une fois, on pourra répondre, l'avis de la communication, l'avis d'un graphiste sur ce point, l'avis des élus également, mais disons qu'en équipe, la réponse sera souvent plus pertinente que si quelqu'un s'occupe seul de la communication sans comité de validation. Donc, n'hésitez pas à travailler en équipe pour avoir des avis divers sur ce point et de croiser les regards. Sensibilisation des services ensuite. Tout le monde n'est pas forcément au courant dans une mairie de cette communication institutionnelle et des exigences sur ce point. Donc, n'hésitez pas à informer les agents, mais même à les former aux risques spécifiques de la période. Par exemple, le service communication institutionnelle, le service marché public, les subventions, les associations subventionnées également, qu'elles aient l'information. Donc, n'hésitez pas à faire des informations sur ce point-là
en disant ce qui est autorisé, ce qui est interdit de faire au regard de la neutralité. Et pourquoi pas également avoir une sorte de référent communication préélectorale, un agent qui sera garant de la conformité de tous les supports et qui aura un droit de regard en dernière étape, finalement, après le comité de validation, qui décidera ou non de la validation du document. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un spécifiquement sur ce point-là, si vous en avez les moyens, bien sûr. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler sur ce point-là, parce on pourra donner notre avis sur le document que vous préparez avec les risques que vous envoyez des jurisprudences, des textes sur ce point. Donc, ça peut vous aider. Ensuite, une autre idée, c'est le fait d'établir une checklist pour chaque support. Ici, j'ai repris l'exemple du bulletin municipal. Concrètement, point de contrôle, c'est se poser une question à chaque fois, c'est y a-t-il une valorisation explicite ou implicite de l'action municipale. Donc si c'est explicite, en général, ça se voit rapidement. Et si c'est oui, forcément, il faut la modifier ou supprimer le document tout simplement. Mais implicite, c'est un peu plus compliqué. Donc encore une fois, notre service est là pour vous répondre. Mais implicite, c'est tout ce qui est mis en avant du candidat et de ses actions, même sans avoir un ton laudatif, amélioratif ou extrêmement concret du type ce candidat est le meilleur, mais on peut avoir une valorisation implicite qui est à éviter. Donc ça, c'est un point de contrôle. Redire le document plusieurs fois et relire entre les lignes par rapport au contexte, par rapport au délai, par rapport au timing, pour savoir si on est bien dans une valorisation de l'action municipale. Ensuite, là c'est plus simple, c'est les élus ou la majorité municipale sont-ils nommés ou mis en avant. Faire attention, si vous n'arrêtez pas de nommer dans le bulletin municipal de candidats sortants, par exemple le maire sortant, c'est risqué. S'il est mis en avant, c'est encore plus risqué. Donc là, redire, n'hésitez pas à redire à chaque fois, vraiment plusieurs fois, s'il le faut. Là, le ton est-il neutre, informatif et sans slogan. C'est vraiment un ton informatif au niveau du style rédactionnel qu'il faudra. Sans slogan, donc bien sûr pas de slogan politique, de la campagne électorale ou de parti politique. Voilà, éviter tout ce qui paraît un peu baroque ou non classique, vraiment rester dans un ton le plus neutre et informatif possible. Ensuite, des visuels montrent-ils des élus ou des inaugurations. Là également à vérifier, il ne faudra pas que le bulletin municipal montre des photos, par exemple, du maire en tant que candidat en réunion publique, avec finalement sa liste et son parti politique. Pareil pour les inaugurations, il ne faudra pas montrer le maire comme inaugurant en le mettant en avant et en le valorisant, par exemple, l'école ou le stade. Sinon, c'est considéré comme une valorisation explicite ou implicite du visuel et de l'élu. Donc pareil, c'est important de faire cette vérification en amont. Et dernier point, finalement, qui peut éviter beaucoup de problèmes, finalement, c'est le contenu utile indispensable pour l'information des administrés. Donc, on a une catégorie indispensable, c'est tout ce qui est sécurité, information classique, type fermeture de l'école, type travaux, type voirie, déchetterie. Ça, bien sûr, c'est indispensable. Mais le reste, finalement, si vous avez un doute, posez-vous la question, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est nécessaire pour l'information des administrés? Et ça peut vous aider à savoir s'il faut le publier ou non. Et si vous avez vraiment un doute, ce qui est conseillé de manière générale, c'est de ne pas le faire. Puisque, comme on l'a vu, les conséquences peuvent être assez graves au niveau d'inéligibilité, au niveau de l'annulation du scrutin, au niveau de la responsabilité pénale des élus. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que les administrés peuvent faire sans finalement? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est extrêmement concret ou pratique? Est-ce que, même si implicitement, sans vouloir le faire, je mets en avant la majorité municipale? Donc ça, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser, cette checklist, vous posez la question à chaque fois. Un autre conseil, c'est l'anticipation du calendrier préélectoral. Donc, commencez le mois précédent de celui des 6 mois pour adapter les supports. Donc, n'hésitez pas à travailler en amont sur ce point-là. Là, ça va reprendre notre checklist, identifier les publications sensibles, faites une liste de ce qui pourrait poser problème. Donc, bulletin, magazine, publication web. Troisième point, c'est geler ou adapter les campagnes de communication promotionnelle. Par exemple, vous n'étiez pas forcément au courant de la réglementation ou de la jurisprudence, eh bien, on arrête tout pendant 6 mois, ou si vraiment vous souhaitez le faire, vous êtes sûr que c'est indispensable, on adapte, on modifie ces campagnes de communication pour tout de même le faire, mais cette fois dans la légalité. Et un conseil pratique, c'est d'intégrer le calendrier, si vous pouvez le faire, dans les outils de gestion de projets de la collectivité. Donc, par exemple, à l'agenda de tout le monde, 1er septembre 2025, c'est campagne préélectorale, et c'est ça tous les jours jusqu'aux élections, pour qu'il y ait une sorte de mémento, finalement, et que chacun, lorsqu'il souhaite communiquer, se souvienne que, attention, on a ces règles qui s'appliquent. Et dernier point, enfin, c'est former les équipes et sensibiliser les prestataires, par exemple acteurs concernés, donc
quels sont les acteurs? On aura les agents de communication, c'est plus classique et c'est plus évident. On aura les élus, bien sûr, qui sont dans le concret, qui sont les plus intéressés, entre guillemets, par rapport à la campagne. On aura également les prestataires extérieurs, par exemple les prestataires web ou d'impression, et enfin les directeurs de service. Donc concrètement, que doivent faire les agents de communication? Ce qui est possible de faire, c'est de réaliser des formations, des ateliers sur les interdits et le ton neutre à utiliser. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Les élus, c'est bien sûr leur faire une présentation synthétique des risques. Donc, on sait que voilà, c'est tout à fait compréhensible de vouloir gagner, de tout faire pour vouloir gagner les élections. Mais encore une fois, il y a des risques assez importants et on ne peut pas se retrouver dans une mauvaise situation au tribunal après les élections et voir son élection annulée, voir ses responsabilités pénales engagées, voir des dommages à intérêts. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Prestataire, c'est qu'il y a des charges spécifiques pour tout ce qui sera imprimé pendant la période préélectorale. Demander une charte de neutralité, faire attention sur locaux imprimés, donc ça également les informer sur ce point-là. Et enfin, les directeurs de service, ce sont des rappels permanents des règles par note interne qui sont possibles de faire sur ce point-là de manière régulière pour que l'information soit neuve à chaque fois et fraîche et que ce ne soit pas oublié. Donc voilà sur ce point-là, avant de partir à la dernière partie sur la présentation du service, je vais reprendre les questions qui ont été posées. Donc n'hésitez pas à en poser. Donc la communication positive, notamment sur les réseaux sociaux par le maire ou un de ses adjoints, sur un compte privé est-elle autorisée? Donc ça, comme on a pu l'indiquer avec Catherine, il faut vraiment qu'il y ait une indépendance totale, une étanchéité complète entre le compte privé et le compte public, qu'il n'y ait pas de renvoi du second au premier, pardon. Mais si c'est le cas, effectivement, il pourra faire campagne de manière classique. Mais vraiment, c'est très important de vérifier cette étanchéité, auquel cas, on pourrait vous reprocher une communication institutionnelle. Donc, sur le principe, c'est possible, mais n'hésitez pas à apporter plus de détails pour qu'on vous réponde plus précisément. Parce que, voilà, c'est vraiment l'apparence, l'identité graphique du compte soi-disant privé qui sera jugé, les liens qui seront envoyés, donc faire attention sur ces points-là. Bonjour, des consignes particulières concernant les séances des conseils municipaux et la rédaction des délibérations. Donc, les séances des conseils municipaux pourront continuer de manière classique. Bien sûr, il faudra faire attention sur ce point-là, éviter des sujets un peu trop politiques. Il faut considérer que c'est un conseil classique finalement avec ordre du jour, délibération et passage au nom de la délibération. Donc, sur ce point-là, un caractère plus ou moins, le plus neutre possible. Faire attention au point d'ordre du jour, qu'il ne faut qu'il n'y ait rien qui sorte finalement de la normale entre guillemets ou de la banalité, et faire attention s'il y a du public finalement à ne pas prendre à partie le public pour dire vulgairement, vous voyez, tel ou tel élu n'est pas apte à gagner les élections, ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours, c'est parfois le cas. Donc voilà, c'est vraiment une pleine neutralité pour les séances des conseils municipaux et la rédaction des délibérations. Peut-on continuer à publier les offres d'emploi de la collectivité sur les réseaux sociaux? Ça, concrètement, c'est possible parce que si vous avez des besoins, ces besoins continuent d'exister même pendant la période préélectorale. Donc, faire attention à la neutralité, une offre classique comme si c'était en période non électorale, mais sur le principe, je ne vois pas de contre-indication. Bonjour. Peut-on organiser des réunions publiques de présentation du diagnostic du PLUI en novembre 2025, sachant que ce seront les premières réunions publiques depuis le lancement de la démarche? Là, comme on l'a vu antérieurement, sur le principe, c'est possible puisque la démarche a été lancée en décembre 2024. Donc, on ne peut pas vous reprocher, en tout cas, je pense, de l'avoir lancé uniquement pour en parler pendant la période préélectorale. Il faudra juste, encore une fois, que le diagnostic du PLUI soit présenté de manière neutre, informative, sans mettre en avant les réalisations du maire et les réalisations à venir s'il y a de nouveaux candidats. Donc, encore une fois, un ton purement informatif et technique sur le PLUI, mais pas sur les élections. Alors, j'ai une question qui rejoint celle des réunions publiques. Si on communique sur ce type de réunion a posteriori, faut-il éviter qu'on voit des élus sur les photos? C'est à éviter effectivement, puisqu'on verra l'élu ici, non pas en tant que maire ou adjoint, mais en tant que candidat. Donc c'est effectivement à éviter. Et on verra également, j'imagine, ça doit dépendre des candidats, mais peut-être des pancartes de partis politiques, peut-être des slogans également. Donc c'est à éviter sur ce point. Est-ce possible de proposer un point en conseil sur la mise à jour des statuts de l'EPCI? Sur le principe, et si c'est nécessaire, je ne vois pas de problème particulier. Il faut vraiment que ce ne soit pas, qu'il y ait une sincérité
dans la mise à jour de ces statuts, qu'il n'y ait pas de coordination factice ou artificielle avec les élections. Mais si vous considérez que c'est nécessaire pour transférer ou reprendre des compétences ainsi que pour les préciser, je ne vois pas de contre-indication sur ce point, toujours sur réserve de plus de détails. Donc sur le principe, ça me paraît possible. Alors, concernant la procédure de recrutement d'agents, l'élu délégué au RH peut-il continuer à siéger dans la commission de recrutement? Alors, sur le principe, je me permets de dire que notre service donc, répond à toutes les questions de droit public, sauf aux questions ressources humaines. Mais pour vous donner un élément de réponse très rapide, l'élu délégué au RH peut-il continuer à siéger dans la commission de recrutement? Sur le principe, tant que c'est neutre, je ne vois pas de contre-indication. Mais là, je vous invite peut-être à vous rapprocher de votre centre de gestion sur ce point-là. Oui, je vois pas de. Je vois pas non plus de Je contre-indication. vois pas de problème particulier. Mais peut-être vous nous rappelez et on va pouvoir un peu pousser la réflexion. C'est ça, donc n'hésitez pas à nous rappeler. Et sans plus de questions, je pense qu'on va partir sur la présentation du. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non, je crois pas. Très bien, on va passer à la dernière partie, donc présentation de notre service avec les outils accompagnement. Donc ce que vous pouvez retrouver finalement sur les médias web par rapport à Rural Consult. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous avez une chaîne qui est intitulée Les webinaires ingénierie territoriale, où vous pouvez retrouver les anciens webinaires. Et c'est un exemple pour l'eau et l'assainissement, comment réussir le transfert du point de vue financier. Donc voilà, il y a des sujets qui peuvent vous intéresser en marché public, en eau et assainissement, en voirie, pour les élections également, bien sûr. Donc n'hésitez pas sur ce point-là, puisque c'est enregistré du début à la fin avec la présentation, avec les questions. Et vous pouvez également voir le support sur ce point. Donc c'est intéressant si vous avez des points ici. Ressources utiles et guides. Donc on en a parlé précédemment, vous le verrez dans le support qui vous a été envoyé, mais on n'a pas notamment eu le temps de parler forcément de la CNID, mais c'est quelque chose qui est important notamment pour la campagne électorale et les données personnelles utilisées pendant la campagne. Donc là, vous trouverez une sorte de FAQ qui peut vous intéresser, qui sera très intéressante et très pertinente selon vos pratiques. Vous avez la circulaire ministérielle de 2020 et de 2019, vous avez la référence pour celle de 2020, le numéro interne, donc vous le retrouverez facilement sur Legifrance en copiant-collant ceci sur un moteur de recherche. Et vous avez également quelque chose que l'on a rédigé fin 2019 pour les élections de 2020, mais qui est encore à jour. C'est une sorte de FAQ là encore, donc la communication en période préélectorale, 41 questions-réponses. Vous avez le lien qui est ici et voilà, les correspondances sont encore à jour, mais n'hésitez pas si vous avez de nouveaux cas à nous poser, à nous appeler sur ce point. Nous pourrons vous répondre sans souci et rapidement. Ensuite, on a également un continuum d'offres pour accompagner vos projets durables. Donc, vous accompagner, vous conseiller en ingénierie et aux appuis en territoire. Donc sur ce point-là, si vous avez des points particuliers sur des analyses territoriales stratégiques, on peut vous aider. On peut vous aider également pour la mise en place de projets sur tout ce qui est logement social. Il y a également une offre complète de financement, prêt, investissement en fonds propres et quasi-fonds propres, ainsi que les services bancaires. Et on a également une fonction de sécurisation, consignataire et banquier. Donc pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des questions juridiques, on est là pour vous, mais si vous avez des questions un peu plus pratiques sur comment être accompagné, financé, et voilà, sur ces questions financières, on peut également vous aider sur ce point. Voilà, donc je rappelle des éléments particuliers. Donc, si vous avez des situations très particulières, par exemple, on a eu beaucoup de questions, mais pour lesquelles vous pouvez peut-être souhaiter ajouter des détails, ce qui n'était pas possible à décrire ou un peu trop long à rédiger, n'hésitez pas pour qu'on ait une réflexion plus approfondie au téléphone et que ça dépasse ce cadre du tac au tac finalement de la question-réponse. Donc, on pourra vous apporter la meilleure réponse possible, 09 70 808 809 et vous pouvez également poser votre question sur le site Banque des Territoires Rural Consult avec le service de renseignement juridique. Sur ce point-là, il y a la rubrique contact. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous poser des questions écrites si vraiment vous souhaitez avoir le plus de détails possible dans la question qui a été posée. Et quelque chose sur lequel je reviens, donc, dont on a pu parler rapidement pour les marchés publics en campagne préélectorale, mais qui peut vous aider également, c'est que l'on fait de l'appui à la passation en commande publique.
Donc concrètement, nous proposons un service d'accompagnement documentaire aux communes afin de les aider à naviguer dans la commande publique, notamment si vous avez un tout petit service, si vous n'avez pas de service, si vous avez tout simplement des questions sur quel type de marché passer, eh bien nous pouvons vous fournir des renseignements et des informations à caractère d'information juridique sur ce point-là. Donc en plusieurs étapes, il y a plusieurs appels. On fait d'abord une sorte de détail de votre besoin, de ce que vous souhaitez faire, puis ensuite on se donne des rendez-vous par la suite pour vous indiquer au téléphone ce qu'il est possible de faire. Et à la fin, vous avez un livrable, un écrit qui retrace finalement tous nos échanges, les solutions proposées et voilà l'état de ce qu'il est possible de faire ou pas avec les solutions plus ou moins pertinentes en matière de commande publique. Donc c'est un échange qui est personnalisé avec les communes adhérentes. Vous pouvez indiquer vos besoins, vos détails, ce qui est spécifique, le contexte, ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez éviter. Et nous clarifierons les différentes options juridiques et financières pour vous orienter vers la solution qui nous semble de plus appropriée. Donc là, pareil, c'est 09 70 808 809 au téléphone. Et si vous avez une question par mail, vous pouvez l'indiquer par exemple dans le titre ou en majuscule que vous recherchez spécifiquement l'appui à la passation en commande publique et détailler votre situation du type nous souhaitons faire des travaux X, mais nous ne savons pas quel montage juridique passer ou nous avons des doutes sur comment passer ce marché, tout simplement parce que nous n'avons jamais passé de marché en procédure formalisée. Donc sur ce point-là, n'hésitez pas, nous pourrons vous guider sans problème pour répondre à vos besoins. Et ce qui nous amène à la fin de notre webinaire. Donc je vous remercie sur ce point et je vous en prie. Merci beaucoup, Charles-Marie. Merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Et puis, on vous rappelle que c'est un service qui est gratuit à votre disposition. Et Charles-Marie, vraiment, merci beaucoup pour le côté ping-pong de questions-réponses qui était vraiment très intéressant. Je t'en prie. À votre disposition à tous et à Merci. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.